Yarana et bienvenue dans cette émission qui sera un petit peu particulière. Il s'agit du bilan des 1 an du gouvernement. On va bien sûr en parler avec les différents journalistes de la presse locale et l'ensemble du gouvernement qui est là, en particulier le président Motei Roserson. Monsieur le Président Yorana, je crois qu'ils sont allumés déjà. Ah, il faut allumer, pardon. Yorana. Donc, je voulais vous demander de manière assez ouverte comment vous considérez d'abord cette première année de mandat et peut-être est-ce que vous avez un regret et une fierté particulière au cours de ces premiers mois. Un regret, c'est de ne pas avoir eu connaissance avant d'arriver aux responsabilités du passif qu'on nous a laissé, un passif qu'on a depuis quantifié à plus de 34 milliards. Ça c'est le chapitre des regrets. Un deuxième regret, c'est certainement de ne pas avoir fait tout ce qu'on aurait voulu faire en 1 an. Mais ça c'est mon côté éternel insatisfait. Fierté... Je ne suis pas dans le registre de la fierté. On essaie juste de faire notre boulot et de le faire pour le bien des Polynésiens. On a changé certaines choses au niveau, par exemple, des CAE. Alors, c'est encore pour l'instant mal compris. Mais c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on tient beaucoup, de transformer ce qui était autrefois finalement un trompe-l'œil qui était annoncé comme une convention d'accès à l'emploi, mais qui était en fait un amortisseur social qui ne menait pas à des embauches. Et je laisserai la ministre tout à l'heure nous détailler les dispositifs qui sont prévus, qui demain vont se transformer en véritable aide à l'emploi. Merci Monsieur le Président pour cette introduction. Je vous propose qu'on écoute à présent les journalistes de la presse locale, en particulier sur un sujet qui fait l'actualité, c'est la santé. Bonjour, Yann Roy, TNTV. Évidemment, cette actualité dont on a eu connaissance hier, tous les chefs de service du CHPF qui ont proposé leur démission, c'est une situation assez insolite qui manifeste leur désarroi vis-à-vis de la situation de l'hôpital en termes de moyens, de gestion RH, de gestion administrative. Que comptez-vous faire, sachant qu'ils estiment que les collectifs qui auraient dû arriver et qui vont arriver seront insuffisants pour régler les difficultés qui se sont accumulées et qui sont graves? Alors oui, la santé, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Par rapport aux attentes des personnels soignants et de ces chefs de service qui ont proposé leur démission, pour l'instant ce n'est pas acté, je comprends tout à fait leur désarroi. Il y a, ne serait-ce qu'au plan bâtimentaire, plus de 15 milliards de travaux qui n'ont pas été effectués, qui auraient dû l'être les 10 dernières années. Donc ça entraîne des conditions d'exercice qui sont dégradées. Au-delà de ce simple aspect immobilier, vous avez l'organisation même du système de santé, avec une attractivité des métiers qui est en baisse. On a de plus en plus de mal à recruter, on a de plus en plus de mal à envoyer des soignants dans les îles pour des raisons, alors pour plusieurs raisons, mais une des raisons c'est le logement. On a eu le cas sur Bora Bora, on a eu le cas sur les Marquises, où aujourd'hui la plupart des logements qui étaient autrefois disponibles à la location à l'année sont mis en Airbnb. Donc il n'y a plus de logement possible, et c'est pas seulement dans le domaine de la santé, mais c'est évidemment plus aigu dans le domaine de la santé. À Nukuhiva, nous avons dans l'urgence construit 4 maisons pour héberger ces personnels qui ne pouvaient pas être hébergés autrement, et on va devoir se résoudre à faire de même à Bora Bora et dans d'autres îles où il n'y a aujourd'hui plus de logements disponibles à la location. Voilà. Alors, au-delà de l'aspect logement, il y a l'attractivité des métiers en elle-même. Il y a aussi cette, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais cette limite structurelle qui est l'annualité budgétaire par rapport aux subventions. Et je laisserai le ministre peut-être vous détailler cela. Aujourd'hui, quand on a besoin de renfort, quand on a besoin d'embaucher en cours d'année, c'est très compliqué et on ne peut pas leur offrir de perspectives sur plusieurs années. Donc vous comprenez qu'un médecin à ces niveaux-là, ou même un infirmier qualifié,
quand on lui propose de venir et qu'il n'a pas de garantie que la subvention qui a permis son embauche sur cette année-là, il n'a pas de garantie qu'elle soit reconduite l'année d'après, il hésite. Donc c'est un héritage très ancien. Là, je ne veux blâmer aucun de mes prédécesseurs. Il faut revoir comment le système de santé s'est construit en Polynésie depuis 1977, transfert de la compétence au pays. Avant cela, c'était des hôpitaux militaires, c'était pris en charge par l'État. Et depuis, ça s'est organisé comme ça a pu. On a aujourd'hui, je ne suis pas le premier président à le dire, un service de santé, un hôpital qui sont un peu des États dans l'État, avec beaucoup de difficultés finalement de coordination entre le gouvernement, l'hôpital, la CPS, donc tout ça est très compliqué. Mais en tout cas, nous avons inscrit au collectif budgétaire, et ça aurait été bien qu'on puisse inviter ces chefs de service hier, nous avons inscrit des sommes relativement importantes pour essayer de venir améliorer les choses et répondre à leurs attentes. Mais peut-être que le ministre veut, de manière synthétique, rajouter des éléments. Je vais essayer d'être synthétique, mais le sujet du CHPF est tellement vaste. Je comprends la difficulté, ça fait longtemps qu'on discute avec eux, longtemps qu'on travaille, longtemps qu'ils attendent des solutions concrètes. Je regrette cette situation que les chefs de service des chefferies du CHPF ont décidé de montrer en faisant un cours de force, parce que c'est ça qui se passe. Parce qu'en réalité, je les ai vraiment écoutés. C'est-à-dire qu'on avait prévu 1,7 milliard quand ils m'ont parlé lors du CHPF, on leur avait proposé 1 milliard et on a mis 1,7 milliard, ce qui passe au collectif. Et à cela, on va rajouter 150 millions pour la SOV, parce que les urgences, on arrêtera d'être le dernier hôpital de toute la République à ne pas avoir de SOV. On aura une SOV qui sera pérennisée, c'est 150 millions de plus, et ce n'est que de l'humain, parce que la salle était déjà prête. Donc on va investir dans des postes au niveau des urgences, de manière massive. Et à côté de ça, on va affecter ces 1,7 milliard, puisqu'on va, au final, le problème de ce qui avait toujours été fait, toujours, c'est qu'on a fait des subventions, et ça payait les créances. Et ça n'a jamais servi réellement à la RH et au fonctionnement. Parce qu'à chaque fois, on découvrait des créances par le futur, parce qu'ils étaient enregistrés à la clôture des comptes bien plus tard, à hauteur d'1,6 milliard sur le dernier exercice. Là, on a décidé de mettre 1,9 milliard pour payer le passif, aider à faire tourner l'hôpital qui n'a plus de trésorerie. Et ça va permettre aussi que ces 1,7 milliard qui sont donnés en plus soient pour le fonctionnement. Le fonctionnement et les postes RH, en fait. À côté de ça, mon président l'a bien dit, on a un problème d'annualité. Je peux m'injecter une subvention cette année et bloquer les choses. Donc on va réformer le statut du CHPF. Il date de 1996, le statut du CHPF. Il n'a pas été modifié. On a mis Mamaou dans le CHPF, qui était beaucoup plus grand et qui n'était pas adapté, sans adapter les statuts qui étaient pour cela. On va créer un établissement public de santé, qui permettra une pluriannualité des budgets. C'est-à-dire que la subvention, elle pourra être utilisée sur plusieurs années. Et elle pourra être fléchée RH sur plusieurs années. Un contrat qui commencera pourra être sur plusieurs années. Et ça changera les choses. Ça permettra d'être plus attractif. Il y aura des conditions particulières. Et on travaille aussi sur la partie RH avec la ministre, juste à côté de moi, puisque Vanina, il travaille avec moi depuis le départ. On a des mesures RH à très court terme, moyen terme et à long terme, qu'on a discuté avec les partenaires et qu'on va mettre en œuvre avec eux. Mais là, on parle de la santé des soignants et au-delà de la santé de la population, c'est sérieux, c'est important. Vous avez eu des alertes. Alors certes, vous êtes là depuis 1 an, vous n'avez pas la responsabilité d'une situation qui dure depuis longtemps, mais vous avez eu des alertes durant l'année. Ce collectif a été attendu, il n'est toujours pas arrivé, vous en parlez, mais voilà, la situation est telle que des internes repartent, l'oncologie va se retrouver désertifiée, ça devient assez inquiétant quand même. Je suis d'accord avec toi. Donc, la partie oncologie, c'est un vrai drame. Les médecins qui partent, faut savoir qu'on a une concurrence mondiale sur l'oncologie. On manque d'oncologues dans le monde. Il y a de plus en plus de cancers, il y a de plus en plus de traitements qu'il faut suivre au jour le jour, et on a des populations vieillissantes dans le monde entier, avec pas assez de médecins. Il faut être attractif.
Il faut changer la donne en devenant attractif et ne pas se résoudre à toujours aller chercher peut-être dans le cheptel métropolitain. C'est ce qu'ont fait les Calédoniens. En fin de compte, ils n'ont pas les oncologues qu'ils ont réussi à embaucher sont des Italiens qui parlent français. Donc on a une modification de la réglementation qui est en cours auprès de la RAS pour pouvoir élargir la venue de professionnels de santé de l'Union européenne, voire au-delà. Parce que pour avoir plus d'oncologues, il faut les faire venir aussi d'ailleurs. C'est ce qu'ont fait les Calédoniens très bien, hein, et on doit faire de même pour être attractif. On va le résoudre rapidement sur les prochains temps qui arrivent. Caroline ? Caroline Perdré pour Radio 1. Monsieur le ministre, après un an, vous avez pu examiner l'état de l'hôpital depuis un an. Vous parliez des RH. Ça commence par la tête. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la direction du CHPF ? J'ai bien entendu qu'il y avait une difficulté. J'ai bien noté le courrier qui m'a été écrit, comme quoi ils avaient des difficultés de gestion avec... Je suis ministre de la Santé, moi je dois donner de l'argent et des moyens. Et là on me parle de gestion propre de l'hôpital. Donc il va falloir que... Je suis PCA aussi hein, de l'établissement. Il va falloir que j'ai une discussion avec ma directrice, c'est certain, là-dessus, mais une discussion aussi avec l'ensemble du CA. Il est nécessaire de savoir sur le fond quelles sont les réelles difficultés des uns et des autres, parce que j'ai différents sons de cloche. J'entends certains syndicats qui me disent que tout va bien avec la direction, et d'autres qui me disent qu'il y a la calamité. Donc il faut raison garder dans ce type de situation et pas clouer au pilori un directeur qui a travaillé hein, pour le bien du pays. Il est peut-être nécessaire aussi de voir si le changement est nécessaire, mais c'est une évaluation qui doit se faire avec les protagonistes et pas lyncher en place publique ce type de situation lors d'une conférence de presse. Yorana, Jessica Doucet, no Tino TV, Narto Tato Triuteti Tene, Te Wira Nauto, non Eho Hoyet Pronotea, Hoi Te Mei Oto, Rahit Fifi, e Farere Hiara, e Te Mau Rave Hupa, Narira Atua Te Huir Atira, Te Wira Amata Mua, Te Hia Tura Tapura Fofa no Te Farimai. Inha te whaaruru ne e hano te wharimai no taone nei te whiwhi te imhana I wa haere roara I roto to atmo mutu. Me iara ia te a popora me ta auto I te autane te maura ve uhipa. Wa horoa te mau ano te mau pia uhipa ano te wharimai no taone nei e te hina aure rato e wharu e tarato ne uhipa. E ha tauto pahonor a non e hoi te ne whiwhi te imhana. Te ia whiwhi te pāno te ea, te pāno te mau wharemai no taone ane, o re rai rotu te mau tāmutu, o re rai tarawa. E ere no te ia nei. E rawe tātou te pā o te mau patura, e hau te ahoru mā pā miria, tata ira, te iore I rawehia I roto I tra e ahoruma te hiti tātou I ora mai. Te ienei, nā mātou e amo te I e hopo ia. E hau atu te ria, te whiwhi tātou e I tērā, te veira pai te I e mau taute, orera te mau tuati mai, te ananata oreira. I ei te parau no te hare mai I rawe te hupa no tātou. No te mea, I roto I te ea o te veira te tei whatitihe mora, I roto I te mau whenua e veira, e haru mai te mau tuati mai, arawehi, haru mai te mau taute, e no te hare mai te mau taute I o tātou nei, ere meo hie, o te mea te whanahora o te tāpura whauwha, e tuhiara I roto I te whare mai te imahana, wa taotia hia e ona, I ei te matahiti hoe. Tōna aura, I hare wau e tiepu te tei tau te rapa, o te whahare mai ana, aita tōna e pāpura, e whahui ane, te tāpura whauwha, ma te hiti I muri mai. E aitei ona e ananatai hare mai, no te mea, aitei pāpu, e vai maoro ane ona I ona I o tātoni. A tei whiwhi. Te piti o te whiwhi, te pā no te nhora, I roto hora I te maumotu. I te tātou te tei whiwhi o te tupuna I popora. Ere noa te pāno te nhora, te rara, te veira te I whiwhi, te
pā no te nhora, tonu mea, pauro te mau whare i muta aishora e nenhe tātou hare tārhau, no te ute i mau rawe hupa a te hau whenua, o tuhia i roto te whanora Airbnb. Ai ta whahau e nhora e nenhe e hare tārhau. Tēnei, o whaoti te hau whenua, i roto te i mau motu, i roto te i mau oire, e ere nei te i mau nhora, e patuhia te mau nhora, no te i mau tuati mei, no te i mau taote. O arawehia i nuku hiva, o patuhia e mahawhare, no te i mau tuati mei, te i mau taote, e te i e upuahia nei no popora. Te whaitira e peri te tini te prauno te nhora o te ie mau taute i roto i te momotu. I hoi me tau i te wharem ei no taone nei. Tēnā ora te taute hope ea no te mariri eit ata. E hope tāna e tau rawera o hipa i awe anu ate tenei. Nahia ia hare atu ona no te mei te mea ai te ata no te mono iana. Te i te whiwhi tātou e whaaruru nei no te mea te mau taute arawehi no te pā no te mariri ai te ata, me arahei te mau whenua, me arahei te mau whare mai, e hin aro nei e tēpui a rātou. E reo tātou wana, ai tā rātou e rewara no tō rātou au ore rai tō tāua whenua, e re rotu te ria, te rarat, me a hau e te moni e horohia e no rātou te tei atu mau whenua, te tei mau whare mai, te tumu i rātou e rewai. E imi a tātou trawea, i hāmei te hia te parau no te au whaura te i mau taute, i anana ta e rātou te hara mei o tātou nei. Te veira te i e papature e whanho nei te parau no te whare mai. Ai tau nei tau hia mai te matahiti vau ahoru maturura. Te ria te tei whiwhi no tātou no te mea, ere me huhi no tātou no te tēpura te i mau tāta. E tauhia mau whaature rai, a nenhet oia tātou e hare i te tei atu mau taute, i hanoa i wharani ana. No te mea tiroto tātou, nā roto i te hau wharani, tiroto tātou te whanahora a Europa. E rawerhei mau taute i roto i mau te tei atu mau whenua na Europa, o tāmait e a rātou te paru wharani, nenhe whaahara mei o tātou nei, te rarai te i mahana, mea whiwhino tātou, no mau whaature rai veira i o tātou nei. In e tēne whaturera, e hate pue tau horo he oi, ia nen he te reira ia hi o whahauhia? Te i tau i a whaaturera no te whaahare mei te i mautau te no Europa, e nen he rawehia i roto ho e orera e toru awe. Te maoro rā, te hapono rā te i opuar ature i te sezek, e hare tu i roto i te whare aporar hei, ai ta tamato e nen he hapoto te nā taimea. E te parau no te ea, tapo whai te tera ia me eri atu te iene tau te hope e veirei aune no te rapa aura eit mariri eit ata, nahi ia te rapa aura eit o tātou nei nuna a, e hopo ia rato i te whenua whanani? Ai tatu hoe e rawe. La suite. Autre question? Monsieur le Président, bonjour. Bertrand Prévost, rédacteur en chef de Tahiti Info. Le mois dernier, vous aviez annoncé un potentiel remaniement ministériel à l'occasion de la présentation de vos 1 an de gouvernance. Je voulais savoir si la réflexion était encore en cours ou si vous comptiez aujourd'hui nous parler de ce remaniement. Oui, Monsieur Prévost, on va évacuer d'abord l'éléphant qui est dans la salle. Je n'avais pas prévu de répondre à vos questions, vous savez très bien pourquoi. Toutefois, cette question a du sens, je vais donc y répondre. Il y a effectivement un remaniement ministériel qui est prévu, il sera annoncé le 3 juin lors d'une conférence de presse. Je pense avoir répondu à votre question. Est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer pourquoi ce blocage avec les Alors, écoutez, je vais vous dire ça de manière très simple. Il y a certaines informations que seul M. Prévost avait et qui ont transpiré dans les cancans de je ne sais plus quoi. Donc, pour ces raisons-là, je ne veux pas répondre aux questions de M. Prévost. Vous comprendrez que pour la presse locale, c'est très compliqué de... Non, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a plusieurs journalistes à la rédaction de Tahiti Info. Il est tout à fait possible que d'autres journalistes viennent poser des questions. On n'interdit pas à Tahiti Info de venir participer aux conférences de presse, d'y assister. Mais pour l'instant, étant que ce souci entre M. Prévost et moi-même n'est pas résolu, je préfère ne pas répondre à ces questions.
D'accord, mais la presse réunie juste avant cette réunion et qui vient d'apprendre ce souci considère qu'il est nécessaire que dans une démocratie, et je sais que vous tenez à la liberté d'expression, les hommes politiques, les élus répondent à l'ensemble des journalistes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer cette conférence de presse pour l'instant, mais on tient à ce que vous répondiez aux questions de tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, on serait susceptible de la stopper. Donc je vous propose de passer au thème suivant en attendant. Est-ce que côté de Polynésie première, par exemple, vous avez des questions le thème que vous choisissez, ça peut être, par exemple, sur la Nouvelle-Calédonie, on avait... Moi, j'avais juste une question concernant l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous êtes en accord avec la convention qui a été passée entre le Tavini et l'Azerbaïdjan? Alors, écoutez, l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui est membre des Nations Unies, comme 192 autres pays. C'est un pays qui a, on va dire, sa diplomatie et sa politique d'affaires étrangères propre, comme chacun des pays qui sont membres des Nations Unies. Le Tavini Huilatira a passé une convention avec une organisation au niveau de ce pays. Je n'ai pas, moi, à me prononcer en tant que chef de l'exécutif sur une décision du parti politique Tavini Huilatira. Vous faites partie de ce parti quand même, monsieur le Président. Vous posez la question au président ou aux militants Tavini? Alors, les deux, en fait. Je vous demande, donc, en tant que président Tavini... En tant que président, ma réponse, elle est claire. En tant que chef de l'exécutif, je n'ai pas à me prononcer sur une décision d'un parti politique. Un parti politique, il a toute l'attitude de prendre les conventions qu'il veut. Maintenant, le militant indépendantiste que je suis, l'adhérent du Tavini, vous dira que je ne vois pas où est le problème. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne sais pas quelle voiture vous avez. Est-ce que vous avez une voiture japonaise, par exemple? Absolument. Bon. Eh bien, si vous avez une voiture japonaise, est-ce que ça veut dire que vous soutenez la chasse à la baleine? Non, je ne pense pas. Est-ce que certains d'entre vous ont des voitures chinoises? Je pense qu'il y en a. Est-ce que ça veut dire que vous soutenez l'action de la Chine au Tibet et la coercition des Ouïghours? Je ne pense pas. Donc il ne faut pas tout mélanger. C'est la réponse que je peux vous donner aujourd'hui. Très bien. Monsieur le Président, puisque l'heure est au bilan, on va peut-être revenir au sujet. Et je voudrais qu'on parle d'économie, puisque l'économie polynésienne, en tout cas si on écoute les chefs d'entreprise, se porte mal. Au bout d'un an, vous allez sans doute nous dire que tout ne va pas si mal, mais on a entendu à chaque fois qu'on vous a posé des questions des réponses du style on fait des études, on y réfléchit, etc. Au bout d'un an, la réflexion normalement devrait être bien avancée. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir dans les mois qui viennent des mesures qui vont permettre de redonner confiance au monde économique ? Alors d'abord, il faut s'entendre sur le diagnostic. Est-ce que l'économie polynésienne va mal ou pas? Nous avons une inflation aujourd'hui qui est inférieure à celle de la métropole. Nous avons une inflation qui est inférieure à celle de la plupart des outre-mer français. Est-ce que l'économie polynésienne va si mal que ça? En termes d'activité économique, je n'ai pas vu dans les chiffres ni de l'ISPF ni de l'IOM d'indicateurs qui viennent décrire un ralentissement de l'économie. Ou alors il faut qu'on me montre les chiffres, parce que c'est facile de dire que tout va mal. C'est une chanson qu'on a entendue depuis très très longtemps. Moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, toujours l'IOM, au niveau des Outre-mer, constate que nous avons, à l'inverse de tous les Outre-mer français, un taux de fermeture des entreprises qui a diminué, alors que partout ailleurs, ça a doublé, voire triplé. Donc déjà, sur le diagnostic, je crois qu'on n'est pas d'accord. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout va pour le mieux? Évidemment que non. Nous avons une population qui est en recherche d'activité, nous avons un certain nombre de chômeurs, selon la définition légale de ce que c'est qu'un chômeur, et il nous faut nous atteler à créer de l'emploi pour ces personnes qui sont soit chômeurs et en recherche d'activité, et puis aussi créer de l'activité pour ceux d'entre nous qui n'ont pas forcément vocation à être salariés, mais qui ont besoin d'avoir une activité économique. Donc c'est ce à quoi on s'attelle. Dire que l'économie est à l'arrêt, je pense que c'est un mensonge. Il faut dire les choses comme elles sont.
Il y a des chantiers, les carnets de commandes des entreprises du BTP sont pleins, à telle enseigne que 30% des appels d'offres qui sont lancés par notre ministre des Grands Travaux ne sont pas pourvus, faute pour les entreprises de pouvoir répondre en termes de capacité de produire. Donc venir nous dire qu'il n'y a pas assez de chantiers, excusez-moi, c'est un peu éloigné de la vérité. D'autres questions sur ce thème peut-être? Non? On peut passer peut-être à la Calédonie ou on reste sur l'économie? Yann? Oui, pour revenir sur l'inflation, l'année 2023 a connu un net ralentissement concernant ce sujet par rapport à 2022 où ça flambait. On vous a entendu dire plusieurs fois, c'est nous qui avons stoppé l'inflation. Or, on sait que l'inflation, pour l'essentiel, est importée et qu'il y a très peu de possibilités pour les gouvernements d'agir dessus en réalité. Donc l'inflation a baissé, mais on constate que les prix sont toujours très élevés en Polynésie. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez observé une baisse de prix, notamment suite à la baisse de la TVA, à la suppression de la TVA sociale? Si vous avez observé une baisse de prix, à la limite, dites-nous, on ira. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du coût de la vie ou est-ce qu'on parle du pouvoir d'achat? Pour nous, ce qui est important, c'est le pouvoir d'achat. Effectivement, vous avez totalement raison quand vous dites que l'inflation chez nous, en grande partie, je dirais en majorité, elle est importée. Puisque malheureusement, aujourd'hui, nous importons beaucoup trop de choses au lieu de les produire nous-mêmes. Alors évidemment, c'est pas demain la veille qu'on va fabriquer des iPads ou autre chose. Mais pour tout ce qui est de l'alimentaire, aujourd'hui, on est encore très loin du compte par rapport à ce qu'on pourrait produire. Maintenant, dire que rien n'a été fait, là aussi, c'est un peu... Oh non, mais je ne dis pas que vous l'avez dit, mais c'est ce que j'entends, hein, de gauche et de droite, pas dans cette salle, mais surtout de la part de la minorité ou de l'opposition, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Les 9 milliards qui ont été restitués à l'économie polynésienne, est-ce qu'ils ont contribué à maintenir l'inflation? Oui, bien sûr, parce que sans la suppression de cette taxe CPS, nous aurions une inflation qui n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait d'autre? Nous avons maintenu le soutien au FRPH. Nous avons baissé les prix de l'essence à la pompe dès notre arrivée. Nous avons maintenu le prix de l'électricité. Ça concourt au maintien du pouvoir d'achat. Ensuite, quand je l'ai annoncé, certains se sont dit, tiens, voilà encore une coquetterie. Il y a des études qu'on doit faire sur l'acheminement des marchandises. Aujourd'hui, l'acheminement des marchandises, la composante, vous savez, le prix CAF, coût assurance fret, le F, il est loin d'être négligeable. On a à l'étude donc la possibilité, dans un futur proche, d'acquérir 2 bateaux, donc des bateaux porte-containers, qui pourraient donc faire le transit des marchandises entre la Nouvelle-Zélande, qui est le principal port de dépotage en potage depuis les pays du monde, à destination de la Polynésie. C'est un projet qu'il faut continuer d'étudier. Il ne va pas à lui seul résoudre le problème de la formation des prix. Il y a d'autres possibilités. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné tantôt sur une autre antenne ce matin. Nous exonérons chaque année à peu près entre 25 et 26 milliards de marchandises, de manière à ce que ces exonérations profitent aux Polynésiens. Et on s'aperçoit, mais le ministre de l'économie pourra peut-être nous en dire plus là-dessus, on s'aperçoit que certains jouent le jeu, mais que d'autres ne jouent pas le jeu. Et que donc ils bénéficient d'exonérations sur des produits qui sont censés bénéficier aux Polynésiens, et qu'au final, ils appliquent 300% de marge. Ça, ce n'est pas normal. Donc demain, et le ministre vous le détaillera, nous envisageons très sérieusement une modification du régime d'exonération, de manière à dire aux gens, enfin, aux chefs d'entreprise qui bénéficient de ces exonérations, on est d'accord pour exonérer, mais il faut que la marge soit raisonnable. Ça va aussi participer, je pense, à une amélioration du pouvoir d'achat. Voilà. Ensuite, il y a eu des effets mécaniques. Vous savez, on a augmenté le SMIC récemment, mais ça, je dirais, c'est même pas une décision gouvernementale, c'est une obligation réglementaire.
La TVA sociale, c'est certain qu'elle ne soit pas rétablie ou sous une autre forme. Ce manque à gagner, vous allez le chercher quelque part ou pas? Alors, la TVA sociale, si on fait un petit flashback, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une augmentation des minima sociaux qui a justifié la mise en place de cette TVA sociale, comme par hasard, avant les élections. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses. Nous n'avons pas l'intention de rétablir la TVA sociale qui n'avait de TVA et de social que le nom. C'est pas une TVA, c'est une taxe. Donc, nous étudions cette année, et c'est ce que j'ai dit, je vais me répéter encore une fois lors de mon discours inaugural, j'ai dit que nous mettrions à profit l'année 2024 pour mener en profondeur la réflexion sur la réforme fiscale et la réforme des comptes sociaux. L'agenda a été annoncé lors du Conseil des ministres délocalisés qui s'est tenu à Paris. L'agenda du côté du ministre de l'économie et des finances, du côté du ministre en charge de la PSG et de l'ensemble des ministres qui sont concernés par ces discussions. Ces discussions ont démarré. Il y a eu les deuxièmes journées de la prospective économique il n'y a pas si longtemps. L'agenda va continuer à se dérouler. On ne peut pas réformer quelque chose qui a plus de 30 ans d'âge en se précipitant. Vous prenez les comptes sociaux, c'est très complexe. Vous faites bouger un curseur, vous avez des gens qui sont contents, vous en avez d'autres qui ne sont pas contents. C'est impossible de contenter tout le monde. Pour arriver à trouver le juste équilibre, il faut un peu de temps. Très bien. Je vous propose quelques mots en tahitien également sur l'économie, l'emploi, éventuellement les questions sociales. Est-ce que vous avez des questions là-dessus en langue tahitienne? Presidente tēnā ora nun ai ho e pau nun ai aita te ho o te ora ai ra ai te pai no atu e wo ifti mai tēnei to te to te are e hata o e pahonor ai arato. Pahonor ahani ai ti tatrahia te i tu te CPS tini a te moni o te i mahana. E hata hipa i rewehia i te i e whatere aho whenua tō mātou te araini i te paraheira. A tei, mai ti hore o hia i roto i te tau maiti rā. Ua tāpea mātou te parau, tā mātou i parau. Ua tātarahia te i tu te, e ua whahau hia te iwa miria i roto i te parau no te imira whauwha i roto i te whenua. Ua riro te i e rāwea no te mau whatu te iete, no te tei mau whatu te iete, no te tāpea rā te whaito o te moniho. Ahani aita e hare whaahau ona inia. A teia. A piti, ua whaatupahia te parau no te mori ārhau, i hare tātou i whaita tātou mō pare o, ora rata tātou mō puti. E rawe ato te ie, no te pārurura te parau, no te moni hoi o tātou nei. Ua tāpea hia te tarifa o te wira i o tātou nei. Ahani aita, e mara ona i ai te whaito, piti ahuru toma i ai te hanere. Tera te teimo rawea, papu e aforo, o te irawe viti hia e te e whatere rahau whenua. Te nei ua o tātou i roto te e matahiti piti tau atini piti ahuru maha, i roto i te e pu e tau tuatapapara te parau no te tau ira a hohonu, te whanahora o te tutei o tātou nei, a tei, e te whanahora o te au te ara o tātou nei. O i te tātou te au te ara, tau miria te hare i roto i te ara te e whanahora o te ara, ua tae ona tōna otia, e propa i tāua miteria, ti tauhia hoi a tau i hohonuhi a tōna whanahora. I hara tātou e nane, i hara tātou e ru, no te mea, ti tauhia i a hare whawha, te mau whatu ohipa, te mau pupu, te mau taatira, te mau pu ohipa te o whenua, i a tupu te i e mau tua tapapara amui, nā mua, e rawe e te i mau tau i ahohonu. E rawe wo ho e hi ora. Ina heira ti roto mātou te i e tōmite, te au nei, te parau no te imira whauwha. No te tua tapapa, te i e hanawa ira whauwha, e hare mai i te piti ahuru mamaha, no te i au anō me. Wa ni mai te tei o te mautia, o te paiti. Te i e pai whanhora o pe ash, ti tauhia, ia whaorehia e tauhia. O te mea ti roto te pau hare imit api. Te wea tura te teimo whanhora tā rātou hina aro e tatara. Te uira, no te hapa e rātou
ai te irawe te i e mo tauira ata rato e ani te, e ani tutonu nei te mana. A te i anira. Te i nei, e rawe taua te parau no te wharao. Te i mana, te ofone i tātou te wharao, te tei whaito moni i raroroa. Ai te ona i tu atira, i te whaito moni mai te peo ai te tautoruhia. E rā te whaito te moni o te wharao. Te parau meira te i mauta, whaore te i tauturu. Nene whaore ana nei. E a te hupa i tupu. E hane whaahau mai e tui atira parau mai e o mara ati parau no te wharao, o mara ati moni ho. Ti tau hia e tua tapapa, mai peo e tatara mai o e te teitute, e imi o e tu e rao ea, i anen he e tu te tei mau whanhora, no te pēpēra, no te tauturu ati hui atira, te tei atupa. I te pēr no te awhataturu uta. E hata o pahonora i te mau o tua wherewhet i mate e mera tau i tēne mana. E tamu wat allocation te ofohia e te moni whaatuha ara. Iaup e te mo whiwhi wharere hiere i te pua turu uta. E horo atu pāua o te pahonora nā roto te reo tipe i te whatare hau e ti au nei te pāno te Aotearoa no mātou nei, ai taro atu ho e mutu rā i te prono te aufora te mau allocation nei o re rat mau whatuhara. Cédric, est-ce que on va continuer de payer les allocations et les retraites? Oui, on va continuer à payer les allocations des retraites, il n'y a pas de question là-dessus. Tout ce qui est minimum vieillesse, tout ce qui a été investi cette année dans le budget. On a mis 42,2 milliards cette année quand même au niveau du budget de la protection sociale. C'est un investissement du pays directement dans les comptes de la protection sociale, via la CST, via un certain nombre de choses. Oui, c'est prévu. Par contre, une vraie réforme des prestations est nécessaire. Aujourd'hui, on donne beaucoup d'argent de manière très très large, sans vraiment l'affecter aux bonnes personnes. Il faut plus de justice et d'équité pour que ce soit mieux affecté. On a fait du spectre large, on va faire du spectre un peu plus ciblé, mais il y aura toujours la redistribution des allocations et toujours la redistribution des prestations, sous d'autres modalités. C'est à quel moment que ça va changer ça? Parce qu'on sait que la CPS a plus qu'un an de visibilité en gros, si on résume. Non, il n'y a pas un an de visibilité. C'est ce que disent les autorités de la CPS. Oui, on sait, je connais Patrick et qu'il a tendance à exagérer. Un an, c'est la trésorerie du CHP, c'est la trésorerie de la CPS. Un an. Avec l'empilement des cotisations et le flux courant, si on n'apporte aucun argent au courant toute l'année. C'est ça la réalité. Mais il y a l'argent, on ne coupera pas les comptes, on ne coupera pas les pensions de vieillesse et on ne coupera pas tout ça. Mais donc cette réduction du spectre, elle est pour quand? On est en train de la faire au fur et à mesure, c'est discuter avec les partenaires sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, on vient d'harmoniser la longue maladie, on leur a envoyé un texte. On vient d'envoyer un texte sur la e-santé qui permettra de réduire le nombre d'EVASAN, parce que l'objectif est quand même une réduction de 20% du nombre d'EVASAN. Aujourd'hui, c'est 5 milliards les EVASAN. 20%, ça veut dire 1 milliard d'économies. Et le vrai avantage, c'est qu'on va faire du soin dans les îles, via la e-santé. Le déploiement est actuellement réalisé au niveau du CHPF, parce que c'est lui qui est leader là-dessus, qui va faire le dossier médical partagé, qui va s'étendre à l'ensemble des professionnels de la direction de la santé par la suite, puis un troisième déploiement à l'ensemble des professionnels libéraux. Donc c'est un vrai travail de fond, mais ça fait économiser 1 milliard. 1 milliard, il faut savoir que sur les EVASAN, c'est important parce que le coût des 5 milliards, quand on analyse bien, 75% de cet argent, c'est du logement. Et c'est pas du soin, en fait. Et c'est du voyage. Ça veut dire qu'il y a une vraie proportion d'argent qui pourrait être réaffectée réellement à la maladie. Et c'est ça qu'on va faire, en fait. Réoctroyer l'argent vers la maladie pour soigner au plus près des populations et mieux, tout en économisant. C'est plus juste, plus équitable et mieux réparti. Sur les autres prestations, on a les mêmes réformes. On va mettre des paniers de soins avec de vrais critères, parce que ça a été posé la question hier. L'ALM est octroyée de manière un petit peu aléatoire. Demain, le texte qui arrive là, plutôt, c'est de vrais critères qui sont posés sur la longue maladie, sur chaque pathologie, pour effectuer, oui ou non, le besoin, et pas laisser ça de manière discrétionnaire au niveau du contrôle médical.
Troisième réforme, ça sera les protocoles de soins opposables, être mieux pris en charge pour les soins nécessaires, le superflu, parce que quand un médecin, et je critique pas les médecins, je les aime bien et je trouve qu'ils apportent tout, mais quand certains prescripteurs, vont parce que la mamie est gentille, elle est adorable, et qu'elle demande ses 20 paquets de Doliprane, et ça tient beaucoup à corps à votre égal nom, il va les décerner. En fin de compte, ça suffisait. Et en fin de compte, on va rembourser les 20. Mais c'est ainsi de suite pour toutes les offres de soins. On va canaliser là-dessus pour faire en sorte que les prescriptions et les remboursements soient mieux orientés sur le besoin médical réel et en lien avec la HAS et les protocoles de soins obligatoires. Merci. Autre sujet ? Pour rester sur la CPS, il y a un point dont vous ne parlez pas, qui pourrait peut-être faire l'objet d'économies, c'est les allocations familiales qui sont passées de 7 000 à 12 000 francs par enfant. Des allocations qui sont versées quel que soit le niveau de revenu. Est-ce que ça vous a pas effleuré l'esprit de vous dire peut-être qu'on pourrait revoir cette mesure et la rendre proportionnelle au niveau de revenu? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur ce sujet-là, par exemple, qui pourrait permettre de grandes économies, je crois? Tout à fait, ça fait partie des pistes qui ont été étudiées dès le départ. Cette piste-là, également la piste d'une réforme de la CST, puisque la CST aujourd'hui elle est plafonnée avec un certain nombre de paliers. Mais avant de faire ça, si vous voulez, on préfère prendre le temps de la concertation. Parce que quand vous dites ok, on va assujettir le paiement des allocations familiales aux conditions de revenus. Certains, et c'est le même débat sur la CST, nous opposent que, écoutez, oui, mais c'est pas parce qu'on a un certain niveau de revenu qu'on n'est pas en difficulté. Donc, nous, plutôt que de prendre une décision à l'emporte-pièce, juste comme ça, sur la base d'un tableau Excel théorique qui effectivement dit que c'est ce qu'il faut faire, on préfère prendre le temps de la concertation. Mais ça fait partie des pistes qui sont étudiées. Elles ont du sens. Monsieur le Président, le tourisme est un vecteur fort de l'économie polynésienne. Vous avez un cap à 600 000 touristes sur les 10-15 prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les mesures que vous allez prendre cette année en cours pour accélérer la voiture touristique que vous souhaitez lancer en Polynésie française? Encore une fois, je ne voulais pas vous répondre, mais vos questions sont pertinentes. Donc, quand les questions sont pertinentes, j'y réponds. L'objectif de 600 000 touristes est un objectif qui est annoncé sur 10 ans. Pas sur 2 ans, 3 ans, 1 an, etc. Cet objectif, si vous voulez, on a pris 600 000 pour que ce soit simple à comprendre pour tout le monde. En réalité, ce qu'on veut, c'est l'équivalent économique de 600 000 touristes dans la structuration actuelle de notre tourisme. Parce que vous avez un exemple pas très loin de chez nous qui s'appelle Fidji, qui a presque 1 million de touristes, je crois, mais pour une activité économique générée qui est inférieure à celle que nous a rapporté l'an dernier nos 262 000 touristes qui sont venus. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir 600 000 touristes qui au final nous rapportent pas beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. L'objectif, c'est d'avoir l'équivalent de 600 000 touristes dans la structuration actuelle de revenus par touriste qui est la nôtre. Alors, pour ce faire, on a commencé par changer, parce que nous, on veut faire plusieurs choses. On veut d'abord promouvoir la petite et moyenne hôtellerie, notamment dans les archipels éloignés. Pour ce faire, on a déjà changé, dès notre arrivée, le format de la défiscalisation pour l'orienter prioritairement vers des projets plus petits, de manière à pouvoir servir plus de projets. Alors ça nous a été reproché, on s'en est expliqué depuis avec ce qu'on appelle les grands hôteliers chez nous, qui se sentaient un peu mis de côté. On leur a expliqué que ce qu'on voulait leur proposer, c'était plutôt que de venir toquer à la porte de la défisque et qu'au final, parce qu'on est limité à 5 milliards, de toute façon, ne pas obtenir ce qu'ils demandent, les basculer dans un autre dispositif qui est une évolution
du dispositif existant des grands investissements. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours au niveau du ministère de l'économie et des finances. Ça va être un élément clé pour ne pas léser les grands hôteliers. Hein. Mais ce qu'on veut, donc, c'est, on va dire, monter en puissance la petite et moyenne hôtellerie. Parce que c'est le modèle qui est adapté à beaucoup de nos îles. Vous allez à Raivaga, ils veulent pas d'hôtel. Vous allez à Mopiti, ils veulent pas d'hôtel. Ben, on va respecter leur décision. On va pas aller leur imposer des 5 étoiles ou des 6 étoiles. Nous avons lancé, il y a 2 semaines, donc une étude sur le schéma d'hébergement hôtelier, qui est, donc c'est à l'issue d'un appel d'offres. C'est KPMG International qui a remporté cet appel d'offres. Donc cette étude, elle consiste en quoi? Elle consiste justement à étudier archipel par archipel, île par île, la typologie de l'hébergement touristique qu'il faudrait mettre en place. Donc encore une fois, on ne précipite pas les choses, on va attendre les résultats de cette étude. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, alors, à la fin de l'année ou en début de l'année prochaine, on lancera un appel à projet sur l'ensemble des sites à haut potentiel touristique qui sont détenus par le pays. Et ils sont nombreux. Vous avez la zone d'Atimaono, vous avez Tupac, vous avez sur Wainé 2 sites, vous avez Anuanuraro, où j'ai 3 investisseurs qui sont intéressés par faire quelque chose à Anuanuraro. Donc on a un ensemble, je crois, de 18 sites remarquables qui sont propriétés du pays sur lesquels on va lancer un appel à projet. Cet appel à projet, il sera ouvert aussi bien à nos investisseurs locaux qu'aux investisseurs de l'Hexagone ou des investisseurs internationaux du type de ceux que j'ai rencontrés à Singapour lors de ma mission là-bas. Donc cet appel à projet, quand il aboutira, ça va se traduire par des hôtels, là certainement très haut de gamme, parce que la plupart de ces sites ne se prêtent pas à faire de la pension de famille, mais sur ces sites-là, ce seront des hôtels très haut de gamme. Ça va venir contribuer à l'objectif touristique qui est le nôtre. À côté de ça, vous avez d'autres composantes du tourisme que sont la croisière, qu'il faut aussi développer. Vous avez l'hébergement en meublé de tourisme, ce qu'on appelle communément le Airbnb. Nous, on n'est pas là pour taper sur le Airbnb. Aujourd'hui, vous avez des destinations sur lesquelles vous avez plus de clés en Airbnb, je vais prendre le cas de Montréal, que dans l'hôtellerie classique. Ça veut dire que sans le Airbnb, on n'aurait pas été en capacité d'accueillir les touristes supplémentaires qui sont venus, par exemple, l'an dernier. Donc, il faut pas, on n'est pas là pour taper sur les Airbnb. En revanche, il faut structurer. Aujourd'hui, quand vous faites un Airbnb, vous n'êtes pas soumis aux mêmes obligations que quand vous faites une pension de famille. Obligations en termes de sécurité, obligations en termes de normes d'hébergement. Tout ça peut se traduire par une diminution de la qualité de service qu'on propose aux touristes. C'est ce qu'on veut éviter. Il faut que la Polynésie reste une destination où, quand on vient, on a envie de revenir. Donc, que ce soit au niveau des pensions de famille, on a commencé à le faire. Il faut, je dirais, professionnaliser. Alors ça, je ne suis pas le premier ministre du tourisme à le dire, mais si vous regardez le stock de pensions de famille qui existe aujourd'hui en Polynésie, eh bien vous en avez un pourcentage non négligeable qui n'ont pas de certificat de conformité. Vous en avez d'autres qui ont toujours des assainissements qui datent certainement des grands-parents. Donc tout ça, il faut une mise à niveau. Donc nous avons augmenté les aides qui permettent aux pensions de famille justement de se mettre à niveau, de se mettre en conformité, parce que, encore une fois, on veut que le service offert aux touristes soit de qualité. Ensuite, pour revenir à l'objectif, vous le savez, il y a un projet structurant qui est l'aéroport des Marquises, qui pour nous est important et s'inscrit dans cette stratégie de monter vers cet objectif de 600 000 touristes. L'étude, et peut-être que Jordi voudra en dire quelques mots, conjointe avec l'État a été lancée sur l'aéroport donc de Nukuhiva, avec 3 options qui sont étudiées. L'aéroport international, un aéroport qui pourrait accueillir ce qu'on appelle communément les monocouloirs, les A220, et puis une 3e option plus réduite qui pourrait juste accueillir en termes de parking les ATR, puisque on le voit aujourd'hui avec 2 compagnies domestiques, on a du mal à caser tous les avions sur le tarmac de Faa.
Donc ce sont les 3 options qui sont mises à l'étude. Je ne sais pas quand est-ce que les résultats sont attendus. Jordi pourra nous en dire plus. Quand on aura les résultats de l'étude, il faudra qu'on aille voir les Marquisiens. Vous connaissez les Marquisiens, voilà, faut pas les chatouiller. Donc, et ils ont raison. Donc on ira voir les Marquisiens pour leur expliquer. Voilà, l'option 1, c'est ça, voilà ce que ça implique. Si on prend l'option que nous favorisons, l'option internationale, c'est évidemment la plus chère, la plus compliquée à mettre en œuvre. Mais c'est aussi pour nous celle qui offre le plus de perspectives. On en revient à ce schéma relativement simple à comprendre, qui est de dire, des Marquises, on est à 2h30 de Hawaï. Hawaï, 10 millions de touristes. Si on arrivait à attirer 1%, alors évidemment le 1% le plus fortuné de ces 10 millions de touristes pour leur proposer un saut de puce via les Marquises, on ne va pas tous les orienter aux Marquises, ils ne vont pas tous rester aux Marquises. Comme aujourd'hui, ceux qui arrivent à Fa'a, ils ne font pas que du tourisme à Fa'a, sinon le Tavana serait au courant. Mais ils viennent à Fa'a et ensuite ils rayonnent dans tous nos archipels. De la même manière, ils arriveraient aux Marquises. Une partie va certainement vouloir visiter les Marquises parce que c'est tellement beau, et une autre va être dispatchée sur les Tuamotu et sur les autres archipels. Mais 1% de 10 millions, ça fait déjà 100 000 touristes. Mais ensuite, ces avions, il ne faut pas qu'ils repartent à vide. Donc, un aéroport international, tout seul, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut que ça devienne un outil également au service de l'export. Les Marquises, on le sait, c'est une zone très poissonneuse. C'est là où beaucoup de nos thoniers vont pêcher. Pourquoi ne pas avoir une flotte de pêche aux Marquises, menée par des Marquisiens, qui pourraient disposer au travers de cet aéroport international d'une possibilité d'export, donc de poissons qualité sashimi vers Hawaï d'abord, et puis vers la côte ouest des États-Unis, et vers d'autres destinations. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui, à notre avis, pourra nous permettre d'atteindre ces 600 000 touristes. Il y a aussi le renouvellement de la concession de l'aéroport de Fa'a. Pour ceux d'entre nous qui voyageons un peu à l'étranger, bon, on voit bien que notre aéroport, il est ce qu'il est, il n'est pas au niveau de ce qu'on peut attendre en termes de destination touristique. Donc pour la première fois, le pays a pu faire sa propre expression des besoins dans le cahier des charges, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc le pays, on a fait une collecte auprès de tous les usagers de l'aéroport, que ce soit les compagnies aériennes, les prestataires, les services du pays, etc. On a incorporé cette expression des besoins dans le cahier des charges. Ce cahier des charges, il sera lancé. On a juste un petit point juridique. On attend la décision du tribunal administratif. Et dès que cette décision sera prise, on pourra lancer l'appel d'offres, parce que cet aéroport, il a aussi besoin d'être mis à jour. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parfaitement. Et si je peux en poser une seconde, vous souhaitez redéfinir un petit peu la ligne de Air Tahiti Nui, peut-être même procéder à une recapitalisation afin de rétablir les comptes. Est-ce qu'il est un peu tôt maintenant qu'il y a une nouvelle direction pour en parler, ou est-ce que vous avez déjà une ligne directrice? Les lignes directrices, elles sont assez simples à comprendre. Et je pense que ça vaut pour d'autres satellites du pays. On ne peut pas continuer ad vitam aeternam à venir remettre ces établissements à l'équilibre. Il va falloir à un moment donné que cette compagnie aérienne vole de ses propres ailes. Donc nous, les objectifs qu'on a assignés à la future direction, puisque jusqu'au 1er juillet, c'est toujours la direction actuelle qui mène les affaires courantes, c'est cette recherche finalement d'une autonomie financière et économique. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? D'abord, je pense qu'il faut remobiliser le personnel, il faut lui présenter un projet qui leur donne envie, parce que bon, voilà, c'est une compagnie qui elle aussi a le poids de son âge, et il faut redonner du souffle, il faut redonner l'envie au personnel de se donner à fond pour la compagnie. Pour ça, il faut que la nouvelle direction présente un projet clair. Ensuite, moi je suis convaincu qu'il faut faire entrer au capital de ATN un acteur majeur du secteur.
C'est ce qu'a fait Fiji Airways à l'époque, au moment de son décollage, puisque Fiji Airways, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas plus gros qu'ATN. Hein. Aujourd'hui, Fiji Airways, je crois qu'ils ont pas loin d'une vingtaine d'appareils. Donc il y a une grosse différence qui s'est opérée là en quelques années. Comment ils ont fait ça? Ils ont fait entrer Qantas au capital de Fiji Airways. Donc l'idée, c'est d'arriver à déterminer un acteur du secteur important, qui ait une vraie connaissance et qui puisse pas simplement amener du capital, mais aussi amener un savoir-faire et une vision du secteur. Merci. En tout cas, on est heureux que vous répondiez aux questions de tous les journalistes. C'est ce qui nous permet de continuer cette conférence de presse et je vous propose qu'on enchaîne en tahitien sur le tourisme avec Jessica. Mei te i te hia iti te mau pia no te whāri ai te mau ratere i te whenua nei. Wa mito hoi o tō i roto i te auto mau opoar ai e whaahaere mei e ono hanere tō atini ratere i te ie momhana i muri nei. Au e mei ta oi whaahiti honei arau e. Au e te ie mau pia i hia Airbnb no te whaari ai te iene mau ratere. Wa i te atohia i te wherurira o tō te te whaanhor anō rato. E tute pāia rato. E ha te mau opuar anon e hua i te ie matheiti e haere mei nei. E inia te matheiti haere mei ra, te veira te ie tuatapapara o te hamata a Pitihepeto Matei nei, prohia schéma directeur de l'hébergement touristique hôtelier. E ravehia te ie te ie te tuiro o tōna i o KPMG International, e haramei ratou e tuatapapa, e ha te huru o te mau piahotera, e tano no tramotu. I rawe tāua te parau no maupiti, e te rato hina aro te te mau hotera rarai. Ho e ahuru i rei wawa. I hei e tātou hare whaahepo i ratou, e patuhia te te mau hotera rarai. Ia woti te i e tuatapapara, e pruno tāua i te i hopea Mateiti, e tūhia te mau whenua, te veira tō ratou whawha i te pēno te whari a manihini, e whatuhia e te whenua, i roto i te tei whaatiti he mora. E hare mai at mo te i te, nenhet mo te i te no te whenua nei, mo te i te no wharani, e te tei atu mo te i te no te tei atu mo whenua, e whaao i a ratou i roto i te whaatiti he mora, no te hare mai e patu te tei mo hotera api. E wa numera matou te whaito ahuru māwau, te i mau whenua e whatuhia e te au, te veira tō ratou whawha i te pāno te whari amanihini. Ai ta pā te tāto arao te mau ahuru māwau whenua e tūhia i roto te whaatiti he mora, te rara mei pau no atu e tūhia e ahuru, e ahuru i a hotera api, pāpū mai te patuhia i roto i te mau matahiti hare maira. Ia whahaui tāua i te ie wha, ono ahuru tau atini manihini whaare mai o tātou nei, e tau nei tupu ananhai. Tā mātou i mito, tā mātou i tārena, i roto i tu e area, tā i me ahuru matahiti. Ia tātou e rū tēnā ohipa. Tāperi mai te i tuatapapara e te whaatiti he mora o te whainine hiara. Wa tawi mātou te whanahora o te mo haamamara atu te prohia de fiscalisation. Wa whaatorohia i te parau no te mau hotera utua whare. Nā mua te reira o te mau tauturu, nā roto te whanahora haamamara atu te, e hare ona i te mau hotera rarai. Tā mātou i tawi, o parau mātou ia mi te ria ahau no te mea te ie awhata pēmiria ane. Mei te pēo hana mei ho e ho te rara hei e ani mei e piti miria, ai tawha ahui e tōe no te tei mo opuara. O taui mātou te ie whanhora te ine, o whātorohia i te mo opuara nei at mo hotera utua whare. Te veira te ie whenua im orea, i ti ahura, te e prohia namo ai Club Med. Ini ai te whenua te veira te tei opuara e toru te i te aro nei hare haamau te tei whanahora prohia e glamping.
Papua nei ia oe e ha te whanhora glamping, te tei mo whare amarara, iha me huru mai tei, nene whaatupu oino. Te ia te tei opuara mai te peu e whaao roto i te whaati te hemora, nene patuhia i roto tō e area e ono awe. Me Europa e no te patura, te huru whanhora. Te wei atoara te i whenua o te ohia e te i pū tatatou sokredo. Te ia whenua rarahei, te weira te i taua huir apopo, golf, nom orea. Te whauwha e weira i te whenua inha, wa horoa enahia te parauwhaatia no te patura, permis de construire. I te tātou, i te whenua mo orea, ere me uhie no te ia roame ia oe te i parauwhaatia. I ai te i whenua e whatuhia te i mhana i te i puso credo, nenhe e patu e piti hotera. Te aura, ti tauhia te i puso credo, ia ho te i whenua i te tei teiete, e hin aro nei, e hare mai patu, te tei mo hotera, i te i whenua no morea, te i whenua e whaatira te i taua hui apopo. Te i mhana, e piti orera e toru pa te iete, te hina aro nei, e ho te i whenua. Ti roto rato te tau araparau e te i puso credo. Muri mai te veira te tei mo o puara i te ahura ahau, te veira te tei whatu te iete o te i o mai te tei whenua piri no mai i ati ahura. Ina aro ona haa mau te tei hotera whaito teiteiro, meiti roara te mo pia, e ono ahuru pia, tara mo pia rarahei, o te mo ona miria e hara mai rei o tatou nei. Te tei o puara whahau i te whenua no orea. Te veit ora te i hotera teito prohia intercontinental, ti roto at oa te whatu o te i whenua o Digbele, te roto ona i te tau arapro, no te mea rawerhei mau whatu hupa e hina aro nei, e o te whenua no te hamouf ahoho e hotera. Tera te tei mau parota au nene he popo atu. Monsieur le Président, je vais vous demander juste si c'est possible d'avoir des réponses un tout petit peu plus synthétiques parce qu'il nous reste un petit quart d'heure et je crois que Caroline a une question à vous poser. Oui, alors c'est sur le thème du secteur primaire. C'est un secteur très porteur pour la Polynésie. Je voulais savoir ce qui a été fait durant cette année et quelles sont les grandes mesures qui ont été prises pour aider les agriculteurs en Polynésie. Là, je vais laisser notre ministre vous répondre. Simplement vous rappeler que pas plus tard qu'hier, on a soumis un texte à l'Assemblée qui va permettre d'aménager des chemins d'accès agricoles qui sont aujourd'hui un facteur limitant pour un certain nombre de Polynésiens qui ont des terres mais qui ne peuvent pas accéder à ces terres. Voilà. Oui, donc pour le secteur primaire, et si vous parlez du secteur agricole et d'élevage, je crois que la première des nécessités, c'est d'abord d'aller à la rencontre de ces agriculteurs et de ces éleveurs. Donc c'est ce que j'ai pu faire lors de mes déplacements, aussi bien aux Marquises, Tuamotu et puis les Tourapep, et ainsi que les îles de la Société, pour écouter leurs doléances. Et leurs doléances, c'est quoi? C'est alors, pour nos matariapo, enfin, pour ceux qui sont déjà dans ce secteur, c'est surtout avoir des formations au niveau de la gestion de l'entreprise. Donc c'est ce que nous mettons en place au niveau de l'EPEFPA, et du CIAP, du centre de formation à Opunho, mais également au travers de la CAPL, avec maintenant la mise en place de formations de gestion d'entreprise sur une cinquantaine d'exploitations qui ont été sélectionnées. Mais c'est également de la part de nos jeunes. Ils sont prioritaires sur nos domaines agricoles, mais c'est cette formation également d'accès à la propriété sur le foncier agricole. Et comme l'a précisé le Président, ça a été examiné hier à l'Assemblée, la loi de pays sur l'accès au foncier privé, pour justement déployer en fait nos possibilités d'agriculture. Monsieur le
Président, je voudrais qu'on aborde assez rapidement, malheureusement, parce qu'on a quand même assez peu de temps, une question quand même d'actualité importante. Alors, on a déjà parlé de la Calédonie, évidemment, dans tous les médias, vous-même, vous en avez parlé. Simplement, essayez peut-être d'envisager les conséquences possibles également au Fénois. Est-ce que vous craignez, par exemple, peut-être une contagion également, ou alors est-ce que vous craignez peut-être un afflux de personnes qui pourraient fuir la Calédonie et déstabiliser un petit peu le marché de l'immobilier local, par exemple? Est-ce qu'il y a des conséquences possibles en Polynésie de ce qui se passe en Calédonie? Il y a forcément des conséquences qui vont arriver. Le risque de contagion, non, on n'est pas du tout dans le même contexte. Même si les deux gouvernements qui sont aujourd'hui en place sur ces deux pays sont tous les deux indépendantistes, on n'est pas dans le même contexte. Bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais le risque de contagion, pour moi, il est nul. Hein. C'est ma vision des choses. En revanche, c'est vrai que depuis le début des émeutes, je reçois énormément de sollicitations de Polynésiens d'abord, Polynésiens qui résident en Nouvelle-Calédonie, qui se posent la question d'un éventuel retour au Fénois. Ce sont des Polynésiens, ils peuvent évidemment revenir au Fénois, ça, il n'y a aucune question là-dessus. Votre question, elle porte plus sur finalement les non-polynésiens qui viendraient s'installer ici pour trouver des conditions de vie ou d'exercice de leurs activités économiques, on va dire, moins tendues. Bon, d'abord, moi j'espère que l'apaisement va se produire en Calédonie et que les choses pourront repartir, parce que c'est un pays magnifique qui a un potentiel extraordinaire, tout comme la Polynésie. Donc, nous n'avons pas pour intention, entre guillemets, de profiter de ce qui se passe en Calédonie pour dérouler le tapis rouge pour que les gens viennent en Polynésie. C'est pas ça l'idée, hein, du tout. Il va y avoir certainement des gens qui vont décider de venir chez nous. On a déjà observé ce phénomène à l'approche de chacun des référendums. Bon. Écoutez, on est, encore une fois, pour l'instant, au sein de la République française. Il y a une libre circulation des personnes au sein de la République française. Si des citoyens français aujourd'hui établis en Calédonie veulent venir ici, on n'a pas vocation et on n'a pas, en tout cas, les moyens réglementaires de les en empêcher. Il faudra faire attention effectivement au phénomène de spéculation, au phénomène de flambée des prix qui pourrait résulter d'un accroissement de la demande par rapport à l'offre disponible. Maintenant, et on en discutait hier sur le projet agricole, les gens passent leur temps à nous dire il faut mettre une loi pour empêcher les ventes de terrain. Mais qui vend les terrains? C'est les Polynésiens qui vendent des terrains. Avant de pouvoir changer la loi, il faut peut-être soi-même changer et se dire non, je ne vais pas vendre le patrimoine que m'ont laissé mes Tupuna et je vais le transmettre à mes enfants. Ensuite, ces personnes qui vont venir, elles vont à terme contribuer aussi à l'économie de la Polynésie. C'est un transfert d'activité qui se fera. Alors moi, je ne souhaite pas, on va dire, le favoriser, mais en tout cas, on l'accompagnera s'il se produit. Merci. Je voudrais juste, peut-être pour clore le sujet sur la Calédonie, souligner une initiative, alors je ne sais pas vous faire de la pub, mais j'ai vu passer ça et j'ai trouvé ça extraordinaire, une initiative qui a été lancée par Éric Malmezac, dont on sait tous qu'il a des attaches fortes en Calédonie, donc il fait un appel aux dons. Alors, on va aller sur je ne sais pas quelle page Facebook, mais dès que j'aurai l'info, je la mettrai sur nos pages Facebook. Un appel aux dons, il est en train de mettre à disposition des containers, parce que vous le savez que les chaînes d'approvisionnement sont très perturbées en Calédonie. Ils vont rapidement, si jamais ça perdure, se retrouver face à des vraies carences alimentaires notamment. Donc il y a cet appel aux dons et j'encourage ceux qui peuvent, évidemment, hein, tout le monde ne peut pas, mais à contribuer. Merci. Il nous reste quelques minutes pour peut-être 2 ou 3 questions supplémentaires. Je vous en prie. Tita Wadom, bonjour, Polynésie, la première. Monsieur le Président, allez-vous être le gouvernement qui aura le courage de faire la chasse aux fraudeurs
Vous avez évoqué les commerces dont les produits sont exonérés et qui ne jouent pas le jeu. Il y a de nombreux logements en location qui ne sont pas déclarés. À la CPS, le ministre de la Santé a évoqué le problème sur les dépenses concernant les évasans. Il y a le travail au noir. Est-ce que finalement embaucher une armée de contrôleurs ne va pas permettre au pays de récupérer de l'argent? Alors ça, c'est une bonne question. Je crois que malheureusement, l'imagination humaine est très fertile et que si on augmente les contrôles, ils trouveront d'autres moyens de les contourner. Et puis, moi, je suis pas pour la coercition. Je suis plus pour essayer d'inciter les gens à se mettre dans le droit, tout simplement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a tout un tas d'entreprises qui font ce qu'on appelle du salariat déguisé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de salariés et ils n'ont quasiment que des patentés. Mais ce sont de faux patentés puisqu'ils n'ont pas d'autres clients que cette société et que leurs horaires et leurs conditions de travail sont fixés par cette société. Donc ça s'appelle du salariat déguisé et c'est, comme vous venez de le dire, c'est de la fraude. Maintenant, quand vous interrogez ces chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, ben oui, mais aujourd'hui c'est compliqué d'embaucher, ça coûte cher et c'est aussi, alors je voudrais pas que ce soit mal pris, c'est aussi très difficile, une fois qu'on a pris des gens en CDI, de s'en débarrasser s'ils ne font pas l'affaire. Là-dessus, je voudrais quand même lever un mythe. Je ne connais pas d'entrepreneur qui embauche quelqu'un dans l'objectif de ensuite s'en débarrasser. Quand vous êtes un patron, vous embauchez quelqu'un, vous le formez à vos méthodes de travail, vous le formez à vos outils de travail. C'est un investissement que vous faites. Alors, ce qui se passe, malheureusement, et il ne faut pas généraliser, évidemment, hein, c'est que c'est ce que nous disent énormément de patrons, de petits patrons notamment. On a des employés pendant la période d'essai, c'est des anges, ils sont super, et dès le lendemain de la signature du CDI, le premier arrêt maladie arrive, ensuite il est suivi d'un arrêt psy, puis voilà, il se métamorphose. Et on se retrouve marié à vie avec ces gens-là. Quand on encadrera mieux les protocoles de soins, quand on va développer la e-santé, tout ça, pour moi, va venir se résorber naturellement. Encore une fois, je suis pas quelqu'un qui aime la coercition. Je vais faire le dialogue et inciter les gens à faire les choses correctement.
Je voudrais revenir rapidement sur la santé. Avant les problèmes des hôpitaux, de l'hôpital et des hôpitaux périphériques, il y a la prévention. Est-ce que votre gouvernement envisage de mettre en place une politique de prévention offensive qui pourrait passer par exemple par une taxation agressive des sucres, des produits sucrés? Est-ce que ça c'est envisageable, ou la force des lobbies est trop forte et on peut pas s'attaquer à tous les sujets? Alors c'est pas envisageable, c'est prévu. Il y a au niveau du ministère de la Santé donc une loi de pays en préparation pour venir, on va dire, taxer les produits qui sont nocifs à la santé. Il n'y a pas que les produits sucrés, il y a les produits trop salés, il y a les produits trop gras. Nous avons commencé à discuter parce qu'il faut, là encore, il faut prendre le temps de la discussion. Il ne faut pas juste unilatéralement décider qu'on va taxer ça sans se soucier de l'effet domino qu'il peut y avoir derrière. La plupart des acteurs que nous avons rencontrés nous ont dit on n'est pas opposés, mais il faut que ce soit équitable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas viser quelqu'un. Il faut vraiment poser la question en termes sanitaires, en termes d'intérêt pour la santé. Ils sont conscients que finalement cette surcharge économique qu'on va leur faire subir, au final, les gains sur la santé sont tels, parce qu'on l'a vu dans d'autres pays qui ont taxé les produits sucrés, les effets se font ressentir dès la deuxième année sur les dépenses de santé. Et plus on va dans le temps, plus ces effets s'amplifient. Donc cette loi de pays sur la taxation des produits nocifs à la santé, elle est déjà à l'étude donc au niveau de notre de la santé. Pour ce qui concerne la prévention, il ne faut pas oublier le dispositif des Fareora. Les Fareora, il vont y en avoir un minimum dans chaque commune. Et le Fareora, c'est deux composantes. C'est une composante guichet unique de l'administration et c'est une autre composante éducation à l'alimentation et à la santé. Je pense que c'est aussi en déployant plus de personnes capables de faire cette information ou cette éducation, je ne sais pas quel est le bon terme, qu'on va arriver à progresser en matière de prévention. Monsieur le Président, j'ai une question qui concerne à la fois l'environnement et l'économie, et également vos relations un petit peu avec la majorité, donc c'est assez large. C'est l'annonce d'Oscar Temaru qui souhaite qu'on exploite le cobalt. Vous l'avez sans doute entendu. Vous avez toujours été contre l'exploitation des ressources minières sous-marines. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, notamment au dernier forum des îles du Pacifique. Est-ce que c'est un changement possible de cap, ou est-ce que c'est une divergence d'opinion entre vous et le président de votre parti? Alors c'est une divergence d'opinion, et c'est ce qui est magnifique au Avenue Unilatérale, c'est qu'on peut avoir des avis divergents sans se faire virer du parti. Je crois que c'est une des grosses différences avec d'autres partis. On a le droit de discuter, de ne pas être d'accord. Cette question-là, en fait, si vous voulez, c'est l'initiative des îles Cook qui est venue un peu semer le trouble dans l'esprit de nombreux pays du Pacifique, parce que les îles Cook ont pris la décision d'exploiter. Mais les îles Cook n'ont pas du tout la même configuration sous-marine que nous. Les îles Cook, ils ont un plateau, ils n'ont pas les profondeurs qu'on a chez nous, donc c'est pas les mêmes conditions d'exploitation, c'est des nodules qu'ils ont, c'est pas des encroûtements cobaltifères comme pour nous, c'est principalement ça, c'est des encroûtements. Donc les conditions d'extraction sont pas du tout les mêmes. Alors, faut pas non plus il faut pas avoir une vision romantique, ce qui est un peu celle que présente le Premier ministre des îles Cook, McBrown, que je connais bien, qui en gros nous dit, voilà, nous c'est des nodules, ils sont posés au fond, on va aller de manière
on nous a jamais dit que ce serait comme ça, comme ci, comme ça. On dit, mais attendez, vous n'avez pas été inclus dans la réflexion? Ils ont dit non, jamais. Bon, voilà, donc on a hérité de ça, on l'a géré. Ça n'a pas été évident. Il y a eu des accidents, on va dire, des choses qui n'étaient pas prévues. Cet exercice de la barge là, qui a un peu fait le buzz au niveau international. Aujourd'hui, tout ça s'est calmé. Les habitants de Tiopo nous disent que finalement elle est très jolie cette tour, puisque avec l'aluminium la mer se reflète dans la tour. Ça ne veut pas dire qu'on a baissé la garde au niveau environnemental. On est toujours très attentif à ce qu'on fait. Il y a une surveillance qui a été établie pendant le chantier et qui va continuer après le chantier, notamment sur la ciguatera, mais aussi sur on va dire la reprise des coraux, quelques coraux, il y en a, je crois, de mémoire, 7, qui ont été un peu amochés lors de ce passage en force de la barge. Il y a des transplantations qui sont prévues, il y a un réensemencement en parois, je crois, qui était prévu, mais qui est un peu décalé parce qu'en ce moment, vous le savez tous, après les épisodes de forte chaleur qu'on a eu dans les mois précédents, il y a eu une fragilisation des parois. Alors, moi, je suis pas spécialiste en parois, sauf pour les manger, mais voilà, on a décalé ces réensemencements parce que ça ne s'agirait pas d'amener des centaines, des milliers de petits parois pour qu'ils meurent tous dans les 3 mois. Mais oui, soulagé. Ensuite, il faudra gérer l'héritage de ces JO. L'héritage de ces JO, c'est quoi concrètement? C'est un premier point qui pour nous est important, c'est le domaine rose. Le domaine rose, c'était un ancien paitaro qui a été remblayé avec des centaines, voire des milliers de camions au début. Et encore une fois, c'est ce manque de concertation. La promesse était de dire, après les JO, on va vous restituer le paitaro. Bah, c'est juste mentir aux gens, quoi, de dire ça. Donc aujourd'hui, on a commencé les discussions avec la commune, avec les riverains. Ils sont d'accord pour qu'on mette en valeur ce domaine rose, mais au profit d'abord des habitants de Tiopo. Donc, ce qui est mené au niveau de Narima, je n'ai pas vu Narima. Elle est tellement mince que je ne l'ai pas vu. Donc, ce qui est mené au niveau de Narima, c'est justement la mise en place de cette concertation qui a commencé, mais je vais peut-être te laisser parler là-dessus. L'idée, c'est que finalement, les idées sur les aménagements futurs du domaine rose viennent des habitants de la zone et également des discussions qu'on a avec la fédération de surf, avec d'autres acteurs, pour qu'on puisse faire de ce domaine rose quelque chose qui va servir à la fois pour le surf, mais aussi pour nos jeunes, parce que quand vous êtes jeune à Tiopo, il n'y a pas tellement d'activités, il n'y a pas tellement de zones où vous pouvez faire du sport. Alors il y en a qui nous disent qu'il faut mettre un skatepark, il y en a d'autres qui nous disent qu'il faut mettre des farets artisanaux, d'autres qui nous disent on veut une salle de spectacle. Bon voilà, on va recueillir tous les avis, et je vais laisser peut-être Narima nous en dire un peu plus là-dessus. Madame le Président, Yorana à tous, effectivement, on est en phase critique de l'événementiel. L'événementiel, ça se découpe en plusieurs morceaux. Et les quelques jours, les quelques semaines qui approchent d'un tel événement, j'appelle ça une phase critique. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que tout va bien et que généralement, c'est là qu'on lève le pied. Ce n'est pas le cas au niveau de nos équipes. On reste extrêmement vigilants et c'est notamment la leçon qu'on tire de tout ce qui s'est passé. Et donc, il va falloir redoubler de courage, d'énergie pour mener à bien l'ensemble des projets. L'héritage, merci Président de nous soutenir là-dessus, il ne peut se construire qu'avec ceux qui vont hériter de ces espaces. Alors effectivement, on a le domaine rose où, avec un bureau d'études environnementales, nous avons donc embauché 4 résidents de Terahupo à vélo qui sillonnent les foyers autour du domaine rose, parce qu'évidemment que l'investissement va venir du pays, j'espère sincèrement de l'État, mais je crois savoir qu'ils ont entendu ma demande. Un tel événement ne peut être un succès s'il n'y a pas d'héritage. Donc cet héritage en termes d'infrastructure au bout de la route ne se construira qu'avec la commune et les résidents qui ont donc parlé, exprimé leurs souhaits. Ensuite, on a beaucoup de chance. On a d'autres sportifs internationaux très très connus qui veulent aussi aujourd'hui laisser à la communauté de Terahupo ce que Terahupo a offert à tous ces surfeurs pendant 10-20 ans. Et donc j'ai le sentiment qu'en fait, toute
la situation qu'on a vécue et qui a été soulevée par les associations de là-bas, va nous permettre demain, tous ensemble, main dans la main, de construire pour les enfants de Teahupo'o. Ça, c'est la partie en termes d'infrastructure, et là où on ne lâchera pas et on accompagnera jusqu'au bout, c'est bel et bien le fonctionnement, parce qu'on se rend compte qu'on sait investir, mais on ne sait pas toujours prendre soin et gérer après. À côté de ça, on ne peut pas non plus délaisser le volet sportif. Et donc là, on a fait un gros travail avec la Fédération thaïsienne de surf, avec la Fédération française de surf et les deux ministères, France hexagonale et nous, puisque, pareil, il va falloir que ces Jeux olympiques constituent un tremplin pour nos enfants, pour nos surfeurs. On est un peuple de l'eau. On a tous, ici dans cette salle, grandi dans l'eau, au bord de la mer. On sait tous faire Etino avec une planche de bois, etc. Donc potentiellement, et on le sait, le surf demain peut être un merveilleux tremplin pour n'importe quel enfant de chez nous, d'où qu'il soit, quel que soit son statut social ou la famille qui l'encadre, et bien tout simplement de découvrir autre chose et de s'offrir une vie qui potentiellement ne pourrait pas avoir pour des raisons qu'il ne maîtrise pas. Donc, héritage, oui, infrastructure, oui, mais aussi et surtout sur le plan sportif pour nos enfants. Malheureux. Monsieur le Président, on va arriver au terme de cette conférence de presse qui était prévue sur environ 1h30. Je voudrais simplement vous poser une autre question qui est revenue beaucoup au cours de cette première année de mandat. C'est vos voyages. Ils ont été beaucoup critiqués par l'opposition, aussi un petit peu par la population. Est-ce que vous en avez, disons, des résultats concrets, des investisseurs qui se sont vraiment positionnés avec certitude? Est-ce que, voilà, quel bilan vous pouvez tirer de ces nombreux voyages? Alors, bon... D'abord, peut-être faire le distinguo entre les différents voyages que j'ai pu faire. Il y a un certain nombre de voyages qui ont été faits vers Paris, pas vers des destinations exotiques, pour rencontrer les ministères, pour rencontrer le président de la République. Je pense pas que ce soit des voyages inutiles, d'accord ? Ensuite, il y a des voyages qui sont des rendez-vous institutionnels qui sont récurrents et qui ne sont pas propres à la gouvernance de l'actuel gouvernement. Je vais prendre le Forum des îles du Pacifique. Le Forum des îles du Pacifique, on ne peut pas concevoir que la Polynésie ne se présente pas, maintenant plus qu'elle est full member, au Forum des îles du Pacifique. Je me suis donc rendu à Ararotoa l'an dernier et cette année j'irai à Tonga. Voilà, je pense que c'est des voyages, on va dire, institutionnels. Le premier voyage que j'ai fait, il se plaçait dans le cadre de ce Forum du Pacifique, c'est le déplacement que j'ai fait à Séoul. Là aussi, il faut peut-être lever certains mythes, parce que j'entends dire, à chaque fois qu'ils voyagent, ils gagnent des fortunes en indemnités, etc. Vous savez, quand vous êtes invité par le gouvernement de Corée du Sud, ce qui a été mon cas, c'était mon premier déplacement, vous touchez 0 indemnité puisque vous êtes logé, transporté, nourri. Voilà, donc, faut arrêter de fantasmer. Je ne fais pas ces déplacements pour mettre du beurre dans mes épinards. Hein, ça sans doute bien, mais ça voilà. Les résultats maintenant, concrets, on va venir aux résultats concrets. Je vais prendre l'exemple peut-être du déplacement qui a été le plus critiqué, celui sur Singapour, puisqu'il a duré 2 semaines. On s'est posé la question avec mon cabinet, avec certains des ministres, on s'est dit, mais 2 semaines, c'est quand même long, on va encore se faire mitrailler. Est-ce qu'on pourrait pas faire 1 semaine et ensuite une autre semaine? Au final, ça aurait coûté plus cher. Et pour moi, l'important, c'était de pouvoir voir tous les interlocuteurs pertinents par rapport notamment au secteur du tourisme, puisque c'était la priorité de ce déplacement sur Singapour, de pouvoir les voir dans la même séquence. Je l'ai annoncé, certains des investisseurs qu'on a rencontrés se positionneront sur l'appel à projet qui sera lancé suite au schéma hôtelier qui va nous être rendu un peu avant la fin de l'année. Ils ont annoncé clairement, je vais en citer quelques-uns, Club Med, tout le groupe Accor, ils ont maintenant, je crois, 84 enseignes qu'ils gèrent. On a des groupes de Singapour, on a des groupes de Hong Kong. Toutes ces personnes-là vont se positionner sur l'appel à projet, dont je rappelle qu'il ne comprendra pas de volet défiscalisation. Ces investisseurs-là viennent investir sans défisc. Donc oui, il y a des résultats concrets. Vous savez,
je prends pas l'avion par plaisir. J'ai un fils que je vois pas assez souvent. Je préférais passer mes week-ends avec mon fiston que de voyager. Tēnī piti wira ana moroin e mo tere I tiara e rirora te poere whaaho I Singapore e hamona fof au te mo tere e me te mea e wharerei ai te mo ona e tupu anei te mau opuara I te whenua nei. E ua tere na wau I te whenua no Singapore no te hare wharerei te ie mau whatute I te rarahe hina aro nei hare mai patute teimo hotera I o tatou nei. E nenhe e parau a whauwhahi a te ie tere inha te taatoara o te mau whatute ie te tā ui wharerei I Singapore ua hapapu mai ratou e whao te ie mo te ie te I roto I te e whaatiti he mora tā ui whaahiti I a tatou I te I hope a mateiti ane o re rā hamatara o te mateiti hare mai rā. E tere whahavau I Singapore, e tere titau ramanihini te ie na te whatere rahau whenua no Singapore, wa titau rato te tāto ara o te mau whatere hau o te ie forum tatatu. E ha te fofaa te ie tere. Nā muaroa te veira te ie te tei whaaura, o tupu I a Singapore e te forum, no te whaahare atu te tei mau rawe uhipa, no roto mai te mau pia uhipa a te mau hau I roto I te forum, I Singapore no te hapi pirai a rato, te huru o te mau whaanhor a whaahia I a mau, e veira I roto I te I whenua. Te I matehiti e tono hia e piti rawe uhipa na te mau pia uhipa a te au whenua, I te I whenua, ho e te pāno te marutei marewa, ho e te pāno patura. E tere atu o avau apehi avau e te ie whaterehau tātātou Jordi, no te hare e tua tapapa, e tamata roa, te ie pa I a manurewa tā e eri prohia airfish, inha te ie pa te teirau e a whaahia no tātou ananhei, terara, ti tohia e hare hapapu, no pātua motu hoara. Te ie mana, hinaro e hare mai tramotu hare tu I tramotu, whahaui o e teiti. Te huru tra o te tere amanurewa I tātou nei. Te ie manurewa airfish, nenhe ona e tere I roto I tō a te ara toru hanere 1000 nautiques, alors du coup il faut que je convertisse, ça fait je crois 255 km. Non, plus que ça, pardon. Te ie manurewa, mai peu e tū tātou I ana I rangiroa nei, orera I makemo, orera I ha, nenhe ona e hare I roto I te mau motu atoa e whaati nei. Ai te ona e whahau mai I teiti. Pene e riro te ie e tauira no te mau hui atira no te tuamotu, mai peu e tano te ie manurewa I o tātou nei. No unei, ai tātou uhia ai, e hare tere I roto I te imu whenua, no te hare mata I te inoa, no te hare tama I roto I te mau whare tamara, ere no te rea, me hare rawe te hupa. Hare rawe te hupa, o te reho nei oe I tupai I te momhane eri e nei, rawe o te reira no te whaitira ai te mo ona no te ara, te fofu au tēne motu. O hare maua whaterihau ti ai nei te pāno te whaapu tautei I tupai, me tito manihini I maua te ie tae Auguste Buluc. Auguste Buluc wa whaamau ona te iete e haapata nei te maurori. Te ihoara moriri ta e I brohi e titi mama o titi mama ere. Te veira te fofu a hei roto I te I maurori, e nenhe e hamani te mau raau, e nenhe rapa au te mau mariri ai tata, e nenhe rapa au te ai o mātiota. E riro ona ananhei, e whauwha no to tāua whenua. E o hamohia te mau wahi ia hapatara, te hapatara ti unei, te rara, iriap e te maurori e rarehi I tupai, tā mātou I hare e mata I te no te I te mataropa I mātou, te huru o te whanahora, ti tohia no te huru o puara. Te vei ato ara, te teimo whatute I te hina aro nei, e hare haa mau te teimo hotera I tupai.
Te rā, o iti pauro tātou te ie motu. Wa vaihohia ona I roto I tōna huru. E aita tātou hina aro hare tu ino, te ie motu. E titohi e hare hi o maitei, e ha te huru whanahora ho tērā, e nenhe whaatupu, ma te orera, e tu ino te parano te aru te marewano tupai. Nenhe anei, orera aita. Meit peu e mo e wana e pro mei ratu a mei e ia whaatupu hia te ho tērā, e inoro hia te ie motu, I hapai. O te wataparu o te hau I te hau ono te ie mau hei watu aro e ore hatu e tātou. Whaahiti hora o te whaatere hau te maat I rau era te parau no te anan hei o tēne taua rosa. Te roto I te titolo tō rai hupai tano e rawehia no te huira atira no te au I taua wahira. Wahiti o e hat parau o te ene auri te au whauhia e monir hei hato na anan hei. Tōna anan hei e whaohipahi o nā Pauro Mateiti I roto I te mau tataura e tupu I te opo. Tā mātou e iapea pea. Rara tā mātou I maere nei, whiruri ahi apa I te e pēpēra. O whiruri no hia ona no te opo. Tōna aura e te tātou e nenei whaohipahi ana, te te hea tu mau wahi. E re te opo ana te wahi e nenei e whaatupu te teimo tataura ahorue. Te tua tapapane I te pū a tō tātou whaaterehau nā hema. Nā whea tātou e nenei whaahupa, te I hoa pēpē, I apunāne, I vaira oane, I te tei atu mō wahi. Ia hoona hia pai te moni I tuhia I roto. O I te pauro tātou, te whaito moni o te tuhia roto, e re nā mātou I whaoti, o whaoti ena hia. Tara rā, te imana, e imi tātou trawea, ia hameit ei, te ie pēpē, ia nenhe, ona e whaahupa hia, ia I chopu ana. Une toute dernière question de Tita Wadoum, parce qu'on tient à faire parler aussi nos confrères, nos consoeurs, et après on s'arrêtera là. Oui, Monsieur le Président, au début de conférence de presse, vous avez regretté n'avoir pas eu connaissance du passif de 34 milliards que vous ont laissé l'ancienne équipe, l'ancien gouvernement. De quoi s'agit-il? Alors je vais vous donner un peu de détails, si vous voulez. Nous avons déjà les impayés de l'OPH, c'est 4 milliards 500 millions qui nous ont été laissés en héritage. Nous avons ensuite l'ensemble des risques sur les différents satellites du pays, alors que ce soit l'hôpital, que ce soit l'OPT, que ce soit ATN, tout ça c'est de l'héritage. On est à 9 milliards 745 millions. Vous avez ensuite tous les protocoles d'accord qui ont été signés avant que nous arrivions, avec des promesses qui ont été faites aux pompiers, aux machins, enfin différents corps de métiers. Mais ces protocoles d'accord, ils ont été signés, mais ils n'ont jamais été mis en œuvre. Eh bien ça, si aujourd'hui on devait mettre en œuvre tous ces protocoles d'accord, c'est 6 milliards. Et ensuite, je terminerai par ce qu'il faut appeler une mauvaise gestion budgétaire qui nous a été également léguée en héritage, qui, selon nos calculs, et je demande, enfin, s'ils veulent les contester, ben, on pourra en débattre, c'est plus de 14 milliards. Qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise gestion budgétaire? Ce sont toutes les autorisations de programme qui ont été sous-dotées volontairement donc avant les élections et qui aujourd'hui se révèlent insuffisantes et que nous devons maintenant venir doter. Voilà, 14 milliards. Donc quand vous faites le total, ça fait 34 milliards 421 millions 211 759 francs. Merci. Merci pour la précision, surtout les 9 derniers francs. Merci en tout cas d'avoir... Est-ce que je peux peut-être juste faire une annonce quand même? Ah oui, allez-y. Bon, avec plaisir. Donc lors du conseil municipal du conseil des ministres délocalisés à Huahine, donc le ministre de l'Éducation, en concertation avec d'autres ministères, on a annoncé une évolution du système des bourses. Donc je vais vous donner quelques détails. Aujourd'hui, un couple sans revenu qui a un enfant, un étudiant, mais il faut vraiment avoir quasiment zéro revenu. Il faut que les revenus cumulés du foyer soient inférieurs au SMIC. Donc votre enfant a droit à une bourse non majorée, sauf évidemment s'il est dans un secteur qui est prioritaire, mais autrement, il a une bourse non majorée de 40 000 francs par mois. Il est éligible en tout cas. Nous avons décidé de passer ces bourses non majorées à 60 000 francs par mois. Ensuite, vous avez ceux qui, par exemple,
ont des revenus qui sont supérieurs au SMIC, mais qui ne sont pas non plus très très fortunés. Ben, figurez-vous qu'ils n'ont pas droit aux bourses non majorées. Leurs enfants sont obligés de prendre des prêts d'études bonifiés à hauteur de 40 000 francs par mois. Un prêt, ça se rembourse. Hein. Donc nous, dès aujourd'hui, dès la rentrée qui arrive, eh bien ces enfants-là auront droit à une bourse non majorée de 60 000 francs par mois, donc le même niveau de bourse que pour des foyers avec un revenu très très faible. Ensuite, vous avez ceux qui, on va dire, touchent 2 SMIC. Et ceux-là, donc aujourd'hui, ils n'ont également comme seule possibilité que le prêt d'études bonifié. Demain, ils pourront toujours souscrire à un prêt d'études bonifié, mais ils pourront également, leurs enfants, être éligibles à une bourse intermédiaire complémentaire de 30 000 francs. Donc ça veut dire qu'ils auront potentiellement un revenu de 70 000 francs, plutôt que 40 000 francs aujourd'hui au travers du seul prêt d'études bonifié. Et puis, vous avez ensuite ceux, on va dire, qui gagnent plus que ça, qui aujourd'hui sont de facto éliminés des dispositifs aussi bien de bourse majorée que de prêt d'études bonifiés. Eh bien, ceux-là pourront tout de même, leurs enfants, prétendre à une bourse intermédiaire de 30 000 francs par mois. Et c'est... voilà. Donc, si vous voulez, on vous enverra le détail. Mais l'idée pour nous, c'est quoi? On en revient au coût de la vie. On en revient au pouvoir d'achat. Et on en revient à cette notion que le futur de ce pays, ce sont nos enfants. Une étude a démontré que quelqu'un qui a une qualification post-bac a 84% de chances d'être employé. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui n'a pas suivi d'études post-bac. Eh bien, nous, ce que nous voulons, c'est permettre à tous nos enfants qui font leurs études post-bac de le faire dans de bonnes conditions. Moi, j'ai des enfants qui sont à l'université, qui me racontent des histoires assez glauques parfois, d'enfants qui n'ont pas assez de revenus pour manger correctement, parfois des histoires encore plus glauques. Donc l'idée ici, c'est de faire un constat simple. Quand on aide un étudiant, d'abord on fait un pari sur l'avenir, c'est un investissement que le pays fait. Nous, on ne le considère pas comme une charge, on le considère comme un investissement. Et puis, on aide à la fois l'étudiant et on aide ses parents. Donc voilà. Ce dispositif, pour nous, on y a réfléchi depuis, même avant notre arrivée. Mon directeur de cabinet me tarabustait déjà avec ce dispositif quand j'étais député. Il me disait il faudrait suggérer ça, etc. Aujourd'hui, il est mis en place et il sera effectif dès la rentrée qui vient. Merci. Voilà. Pas d'autres annonces sur les sortants, les entrants au gouvernement? Le 3 juin. Le 3 juin. Oui, on rappelle que le 3 juin, vous ferez donc une nouvelle émission ici même en soirée avec la population. Donc ce sera, au lieu d'être face à la presse, vous serez face à la population. Merci en tout cas à tout le gouvernement d'être venu et merci à vous. aux confrères journalistes d'avoir posé leurs questions. À vous d'avoir répondu à tout le monde. Merci encore. Excellente journée à tous. Yorana. Trai hopero tata nei whanhora no te mhana e wharerea tātou I te toru no tionu inha e veira e vei te nei wiwir aman oiro tupu I te peretiteni e te mot atate I hermei e wiwi tona moman ono tome e nun a parhei Yorana. Tout pour la peinture. Bien décorer votre faré. Tout pour la peinture. Avec